Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Lou, alias Loulou Kitchen, la chef aux 500 000 followers qui sort le 10 avril son nouvel ouvrage Aubergine, ricotta, thym et miel aux éditions Marabout, son deuxième. Il est midi environ, on parle cuisine, ça y est, j'ai faim. Bravo Lou, j'espère que t'es fière de toi. Merci. Je le dis honnêtement, je suis enfin fière. Ce deuxième, il concrétise beaucoup de choses, ce deuxième livre. Et là, je peux le dire, je suis vraiment fière de ce parcours finalement qui a été laborieux, mais on y est arrivé et là, je suis très contente. T'avais un peu le syndrome de l'imposteur pour le premier? Mais je l'ai toujours de toute façon. C'est vrai, putain, ouais. Les meufs, ça nous laisse pas. Hein. Ça nous tient pendant des années, encore plus là depuis que je suis maman, j'y reviens toujours. Mais à un moment donné, c'est important aussi d'être fière de son travail quand on arrive pas forcément quand on réussit, mais quand tout se concrétise un peu et qu'on prend un peu de recul. Et c'est bien aussi de reconnaître que là, c'est cool ce qui nous arrive. Ouais, juste prendre le temps à l'instant T de kiffer. Exactement. Et c'est ce que je fais en ce moment. Et pourquoi tu dis que ça a augmenté depuis l'arrivée de ton fils? Je me pose la question. Parce que je pense que la gestion, l'arrivée d'un premier enfant, c'est difficile, parce que c'est nouveau tout simplement. Bah ouais. Après, le rythme se fait et c'est complètement ok. Mais moi, mon activité de créatrice de contenu sur les réseaux a démarré vraiment quand j'étais enceinte. Okay. Donc c'était l'inconnu aussi, et j'ai eu deux inconnus, deux domaines inconnus qui sont arrivés dans ma vie. Mais c'est vrai que ça a été éprouvant et d'allier les deux, c'est un travail. Ouais, exactement. Ah ouais. En fait, j'ai besoin constamment de me prouver que je suis une bonne mère, une bonne femme, une bonne entrepreneur. Voilà. Et la pression, elle est au max, la charge mentale aussi, mais c'est in fine que du bonheur. Ouais, bien sûr, mais c'est fou la pression qu'on se met, et à la fois, comme tu dis, c'est aussi ça qui te tire vers le haut et qui te pousse à faire de plus grandes choses. Booste. Donc il y a une sorte de balance à trouver, quoi. Exactement. On va discuter ensemble du job que t'as quitté parce que tu bossais comme un chien et tu avais demandé une augmentation, on te l'a refusé. Exactement. Et tu es partie sans rien. Ça t'est arrivé plusieurs fois, ça dans ton parcours. Ça m'est arrivé 2 fois. Moi, j'ai arrêté l'école très jeune. J'avais 17 ans. J'étais en première littéraire dans un lycée où le niveau était très compliqué. J'ai changé pas mal d'établissements scolaires parce que j'ai subi du harcèlement au collège et ça m'a énormément traumatisée. Et à un moment donné, je suis arrivée à 17 ans, j'ai eu un burn-out et j'ai eu besoin d'arrêter. Non, mais c'est pas ma pauvre, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une force et je pense que je devais passer par là, même si c'est malheureux pour me renforcer, être courageuse dans les épreuves de la vie. Mais du coup, ça a été l'élément déclencheur, ce harcèlement qui a fait que j'ai arrêté l'école à 17 ans. Du coup, je me suis lancée tout de suite dans la vie active parce que ma maman m'a accordé, enfin mes parents m'ont accordé, même s'ils sont divorcés, le fait que j'arrête parce qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait un problème et que ça me rendait très malheureuse. En revanche, ils m'ont pas laissé le choix que de travailler très vite. C'est vachement bien. Tu vas te débrouiller. Enfin, nous, voilà, on veut que, enfin, ma mère, je sais, à l'époque que je vivais avec elle, elle me disait, voilà, je veux que tu contribues aussi aux tâches de la maison, que tu participes et que tu comprennes ce qu'est devenir une jeune femme qui travaille si tu souhaites arrêter l'école. C'est intelligent, hein. Bah, finalement, au départ, je le prenais mal et elle m'a vachement responsabilisée. Du coup, je participais, à la hauteur de ce que je gagnais. C'était infime, mais c'était significatif pour elle et pour moi de montrer qu'en fait, voilà, on est deux à vivre sous le même toit. J'avais un petit frère aussi, 3, et que tu décides d'arrêter l'école. En revanche, je veux que tu sois bilingue et que tu travailles. Donc bilingue, je vous avoue que j'ai perdu tout mon anglais. Enfin, c'est une catastrophe. 4 jours après mon arrêt des cours, j'ai trouvé un job en bas de chez moi. Juste par hasard, je voulais juste prouver à ma mère que t'inquiète, maman, je vais gérer. Mais c'était temporaire. Et c'était dans la vente, dans le prêt-à-porter, et j'ai travaillé. J'y suis restée finalement 8 ans. Donc j'ai gravi les échelons, j'ai fini responsable, je tenais une boutique, ça marchait très bien. La vache, t'étais jeune, hein. Ouais, j'étais jeune. J'ai démarré à 17 ans et demi, du coup. Et à la fin de cette expérience, j'avais envie de faire du merchandising, me diversifier, faire autre chose. J'en avais marre de rester dans une boutique, quand bien même j'adorais mes clientes et de toute façon j'ai toujours aimé l'humain, donc j'avais ce rapport-là avec les clientes qui étaient géniales, et puis ça me boostait aussi de faire des bons chiffres, je faisais des ventes de ouf, donc mes patrons étaient contents, mais néanmoins ils m'ont pas donné ce que je voulais. En tout cas, ils m'ont pas laissé l'opportunité de tenter, quand bien même avec un salaire plus bas. Donc du coup, j'ai décidé de partir et sans job. Donc évidemment, j'ai touché le chômage.
Ah, t'as touché le J'ai chômage. touché le chômage. Oui, j'ai touché le chômage. Donc, t'avais négocié une rupture co. J'ai réussi à avoir une rupture co, quand même. Puis bon, ça s'est toujours très bien passé avec mes patrons. Ils avaient sur le papier rien à me reprocher. Donc tu sais, il y a des histoires. Hein. Il y a des histoires, bien sûr. Ah, mais évidemment. Mais moi, je serais pas partie sans rien. C'est impossible. Non, en revanche, non. Il me fallait un minimum de sécurité, mais néanmoins, j'avais pas de travail. Je suis partie, je savais pas ce que j'allais faire. Et pendant 2-3 mois, donc, j'étais au chômage et j'ai eu une opportunité de travailler dans une grande agence de mannequins à Paris, en tant qu'assistante au booking. Et c'était un milieu complètement nouveau, quand bien même ça reste dans la mode, mais ça n'a rien à voir avec le prêt-à-porter, enfin la vente. Et j'ai fait mes premiers pas dans cette grosse agence. C'était beaucoup de pression. Je me suis donnée à 100%. Est-ce que tu peux me raconter ton quotidien, parce que il y a beaucoup de fantasmes autour de l'agence de booking et de mannequinat. On se rappelle de 99 francs et bien sûr. Tu as toute cette collection de Bec BD. Ça ressemblait à quoi ton quotidien En fait, c'est un métier où tu ne comptes pas tes heures. Il faut que tu sois totalement dévoué. Après, moi, j'entends beaucoup de choses très négatives sur ce milieu, mais je pense que s'il est pris avec intelligence et maturité, il n'est pas plus pervers qu'un autre milieu. En revanche, c'est vrai que il faut que tu donnes énormément de ta personne, surtout quand tu démarres et que tu es pas directement agent de mannequin, que tu es assistante comme moi. Tu dois prouver 1000 fois plus et ça nécessite énormément d'heures en plus des heures qui sont contractuelles et finalement tu n'as pas de vie du tout le week-end et tu es totalement tout le temps sollicité, tout le temps en contact avec les mannequins parce que finalement t'es aussi une aide pour les filles qui arrivent à Paris, qui savent pas où dormir. Ils ont 14 ans, 15 ans. Alors elles sont un peu plus âgées en France, elles sont un peu plus âgées. Mais bon, elles sont toutes jeunes, quoi. Elles sont toutes jeunes, donc t'es aussi une aide psychologique, au-delà de leur booker des hôtels, des avions, de leur booker des jobs, tu dois les accompagner quand elles arrivent. Et moi j'ai adoré cette partie du travail, mais à un moment donné, j'ai eu besoin aussi de gagner mieux ma vie. Et un jour, le destin a fait que je suis tombée sur une fiche de paye d'un des bookers. Je m'attendais pas du tout à cet écart de salaire entre moi et... Il y avait quoi comme écart? Maintenant, c'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps, mais non, mais je me souviens très bien de l'écart. On parle quand même de presque 8 000 € d'écart. Donc, ça m'a traumatisée. Sur le moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux bien donner de ma personne. Je suis prête à tout. Ok, j'ai pas de bac. J'ai pas fait d'études. Prête à ça. Non, moi non plus, j'étais pas prête. J'en ai pleuré, hein. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit à mon mari qui était pas encore mon mari à l'époque, mais je lui ai dit, là, je peux pas continuer, c'est pas possible. Donner de ma personne, ok, avoir des perspectives d'évolution et attendre un peu, ok, mais là, l'écart, il me semble trop gros et je bosse autant qu'eux, quoi. Donc c'est pas normal. Ça me fait penser au milieu de la pub. Et notamment dans l'endroit de la création de la pub, les concepteurs, rédacteurs, les DA. Quand tu commences, c'est vraiment toi qui fais le plus d'heures, très souvent. Bon, je veux pas non plus dire que c'est une généralité, mais c'est très souvent le cas. Bien sûr. Tu fais ce qu'on appelle faire charrette, donc tu bosses parfois des nuits entières, tu bosses comme un chien pour genre 1 500 €. Je sais pas, t'en es à 80 heures parfois. Mais c'est exactement ça. Tu vois. Et l'écart est le même que toi, et quand t'arrives au-dessus, donc c'est très dur d'arriver au-dessus, et tout d'un coup, tu délègues et tu bosses beaucoup moins en fait. C'est ça. C'est dingue. Et moi, j'étais pas prête psychologiquement à attendre encore 4-5 ans pour avoir ce poste-là. Pour l'avoir, t'étais même pas sûre. Même pas sûre. Et quand j'ai demandé juste une petite, une infime augmentation, bon, les temps étaient durs, je le conçois, parce que moi, j'arrive aussi à beaucoup me mettre, c'est pas pour excuser mon patron ou autre, mais j'arrive à me mettre à la place d'un patron d'une entreprise, d'agence, etc. Et je savais que que les temps étaient compliqués, mais je veux dire, ce que je demandais, c'était pas non plus, moi, ça allait me changer un peu mes mois et j'allais encore plus m'investir, et encore plus. C'était juste pour me motiver. Et puis surtout quand on peut mettre 8 000 balles, voire plus, dans le salaire de quelqu'un. Évidemment. Je pense qu'on peut se permettre un 200 balles de plus pour une autre personne. Complètement. Et en plus, c'est à peine ça que je demandais, 200 balles, ouais. Et ça m'a pas été accordé. Et en fait, et finalement, c'est pas plus mal. Parce que j'avais envie de construire, d'avoir un enfant, de construire une famille. Ça faisait longtemps que j'étais avec mon mari. Ça faisait 6 ans à l'époque. Ouais. Et donc il y a eu la pause du Covid, donc je bossais déjà dans cette agence de mannequins. Et après le Covid, je me suis dit là, il faut que je parte. Pareil que pour mon ancien job dans le prêt-à-porter.
Et j'ai réussi à avoir une petite rupture co, alors pas du tout de quoi tenir à peine 2 mois. Surtout que là, ouais, toi, t'étais en couple installé. J'étais c'était installée. plus Alors moi, l'étudiante, mon quoi. mari, voilà, il a son métier, il gagne sa vie, c'est aussi aléatoire pour lui, mais enfin, j'ai évidemment que j'avais la sécurité de mon mari, mais moi, je compte pas sur lui. Non, il faut pas. J'ai besoin d'être autonome financièrement, ça depuis. Bien de toute façon, sûr. dès lors que j'ai arrêté l'école, je me suis dit un jour, il faut que je fasse un truc qui me plaît, forcément. Si ça me plaît pas, faut que je gagne quand même ma vie. Et Bien c'est sûr. très dur quand t'as pas le bac, t'as pas d'études, comment tu te vends, mais il faut un petit peu de bagou et il faut y aller un peu plus que les autres, bizarrement. Ouais, d'où le syndrome de l'imposteur, c'est Exactement. logique. Mais oui. Exactement. Et du coup, donc je suis partie de cette grosse agence qui m'a énormément appris. J'ai adoré bosser pour eux, etc. C'était une expérience de dingue. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux. Enfin, aujourd'hui, moi, je pars jamais en guerre avec les jobs dans lesquels je suis très reconnaissante. Et je pense que c'est bien de passer par cette case salariée quand tu deviens entrepreneur après, pardon. Et par hasard, j'ouvre pendant que je suis dans ma période chômage juste après l'arrêt de ce job, j'ouvre un compte de cuisine sur Instagram parce que j'adore cuisiner, que encore plus pendant le confinement. Ah bah ouais. J'ai eu le déclic pendant le confinement, mais pas de me dire que j'allais en faire mon job. Juste, j'aimais bien partager avec les gens qui me suivaient. Bon, à l'époque, j'avais un compte perso, il y avait 200 personnes, donc l'interaction n'était pas la même, évidemment, mais j'adore recevoir, j'aime les repas avec les copains, mes copines, je les ai toujours reçues à la maison dans mes petits apparts, que ce soit les chambres de bonne, les apparts plus grands, à faire des tablés. Enfin, c'est un moment qui est cher à mes yeux. Et t'as des origines iraniennes en plus. Oui, mais alors je suis pas du tout proche de mes origines. J'ai pas de lien. Ça vient de ma grand-mère et Parce non. que je sais qu'il y a ce truc, cette joie de recevoir. Je pense que c'est plus le côté méditerranéen que je peux avoir parce que moi j'ai grandi au Maroc. Mon père habite là-bas avec mon grand-père, donc j'y allais beaucoup quand mes parents sont divorcés et aussi tous mes étés dans le sud de la France parce que ma grand-mère habite là-bas. Donc c'est une grosse influence dans ma cuisine. Mon mari est d'origine maghrébine, donc forcément il y a des plats qu'il adore. Ouais, il y a de la chaleur chez vous. Il y a de la chaleur, voilà. Et puis de toute façon c'est de la Méditerranée, ça englobe tellement de ça peut être des plats qui viennent de Provence comme de Grèce comme de la Tunisie. Donc c'est. Tu sais qu'un jour j'ai pris un Uber et c'était hyper intéressant. Lui venait du Maroc. Moi, je suis d'origine corse et on a commencé à comparer nos cultures et il y a énormément de points communs. Ah bah ça m'étonne pas. Sur les valeurs profondes, hyper intéressant. De toute façon, c'est très connu aussi le régime méditerranéen. C'est une cuisine vraiment très variée. Et on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. En tout cas, c'est la cuisine que j'aime faire et que je revisite. Après, je me bloque pas non plus quand j'ai envie de faire un plat un peu plus asiatique ou oui, bien je sûr. le fais, mais il y a toujours une petite touche quand même méditerranéenne. Tu mets de l'huile d'olive sur les sushis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis à 2 doigts, vraiment. Ouais. Après, il faut toujours respecter quand même la base d'une recette, mais je mets de l'huile d'olive sur tout, donc franchement, je respecte rien. Après, j'adore le beurre aussi, hein, mais je peux pas mettre l'un sans l'autre. Genre, si je mets du beurre, il y a quand même un petit peu d'huile d'olive avec. Ah ouais, ouf. Ça se marie bien. Même à la cuillère, enfin, vraiment, c'est trop incroyable. Ça et l'ail. Un de mes plats préférés l'été, enfin, c'est même pas un plat, c'est que juste je me coupe une tomate de saison. Ouais. Gros sel, huile d'olive, une bonne huile d'olive, mais c'est ma journée est refaite, quoi. Une belle mozza, c'est sublime. On est en train de vous parler, il pleut, mais à torrent, c'est horrible. C'est un drame. Tu sais, tu parles d'une tomate, j'ai envie de pleurer. Ouais, je comprends. Mais elles arrivent. Ouais. Elles arrivent. J'ai besoin d'un peu de soleil, là, dans ma vie et dans mon cœur. Ouais, pareil. C'est dur, Paris, hein. Moralement aussi, faut tenir, hein. L'année dernière, j'ai vécu 5 mois à Marseille parce que mon mari bossait là-bas. C'est ma ville de cœur. Mais j'ai un coup de cœur. Je veux vivre à Marseille. C'est devant Marseille comme la pire ville au monde. Alors bien sûr qu'il y a de l'insécurité dans certains quartiers. Il y a vraiment de l'insécurité. Non, il y a des trucs mais il y en a à Paris aussi. Ah mais de ouf. Je veux dire, moi à Paris, je suis pas non plus tranquille quand je marche dans la rue. Tout le temps, t'es une femme, donc t'es jamais tranquille en fait. Si je peux me permettre. Évidemment. Mais alors en revanche, il y a un truc que j'ai remarqué à Marseille. Parce que moi, j'étais beaucoup avec mon petit bébé l'année dernière, qui avait 1 an. Il y a un respect de la maman. Ah, j'adore. Que j'ai pas. C'est important. Je ressens pas à Paris. Ah ouais? Ah ouais. T'es une mère, on touche pas aux mères. Ah ok, j'aime bien. Après, je dis ça, j'ai pas envie de faire de généralité. Il y a forcément des accidents, des trucs où. Bien sûr. Mais je sens, quand je suis dans les rues. On va te laisser la place. Ouais, voilà. On touche pas, quoi. Ok, j'adore. Et ça m'a fait du bien.
Alors moi, mon ex est marseillais, donc pour le coup, j'étais vraiment de l'intérieur. Et honnêtement, moi, je trouve que les clichés, ils sont vrais. La ville, elle est violente. Et quand je dis violente, c'est que quand t'es dans le trafic marseillais, tout le monde klaxonne, tout le monde s'insulte. Il y a une sorte de violence. Il y a une énergie. C'est des gens qui ont envie de dire les choses, quoi. Mais il y a un truc dont personne ne parle, c'est la gentillesse des Marseillais. Tu t'arrêtes, des amours. Mais des amours. Moi, je me rappelle, mais même à côté du Vieux-Port, je sors mon GPS, je galère un peu. Il y a 3 personnes qui s'arrêtent, enfin, tu vois, pour essayer de m'aider. Partout, la gentillesse, ça, tu le vois pas à Paris. Hein. Non, très rarement, vraiment. Et c'est ce qui fait que ça m'a donné envie d'y vivre plus tard. Maintenant, ça reste un projet à voir si... Écoute, on fait la loi de l'attraction. Ouais, exactement. beaucoup de moula pour toi et pour moi. De la moula, c'est ça. De la non, mais moulaga. après, en plus, je pense même pas qu'il y ait besoin de beaucoup de moula. Enfin, si tu veux y habiter, j'adore cet exo de moula. Non, mais si tu veux y habiter, tu y habites. Je veux dire, déjà, c'est moins cher qu'à Paris. Ouais, mais déjà avoir une résidence secondaire. Voilà, moi, le but, c'est une résidence secondaire. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas une maison, c'est une résidence. C'est une résidence. Déjà. Voilà, moi, je vais le week-end. Inviter les amers. Exactement. Non, mais moi, c'est parce qu'en fait, je suis très attachée à Paris. Il y a une énergie ici, une adrénaline qui m'évite de sombrer, en fait. Le matin, je me réveille, je vois 18 cafés ouverts, j'ai 2h du mat, tout est ouvert. Parfois, ça me rassure beaucoup. Moi aussi. Alors, Marseille, ça reste quand même encore une grande ville, donc c'est ça qui fait que je pourrais potentiellement y habiter. Mais à la fois, il y a ce côté calme, mer, si tu veux le week-end, tu veux partir à Cassis, tu veux partir dans les environs. C'est génial. Et quand t'as un enfant, c'est incroyable. C'est quelque chose que t'as pas à Paris. Merci, au revoir. Et justement, tu parles du fait d'en être au début de ta carrière et d'avoir vraiment besoin de l'énergie de Paris. Donc, durant le confinement, toi, tu viens de quitter ton taf? Alors non, je le quitte juste après. Tu le quittes juste après? 4 mois après le confinement. Donc, et t'es pas en stress, genre en mode qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Quand je quitte Ouais. Stress, non, parce que j'ai confiance bizarrement en moi. Je me dis, je sais que je suis une bosseuse. Okay. Je sais que de toute façon, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de bac, je ne resterai pas sans travailler. Donc, si je dois laver, faire femme de ménage demain, je le fais. En fait, il y a pas de débat, je m'en fous. Il y a pas de sous-métier. Je fais tout ce qu'il faut faire pour gagner ma vie et me sortir. De ça, je resterai pas sans travailler pendant 2 ans. C'est pas possible. C'est pas ma nature. Je peux pas. Ok. En revanche, je pense que ça a été une chance et aussi du travail. C'est que quand j'ai lancé mon compte de cuisine, il y a eu un engouement très vite. J'ai eu la chance d'être partagée par 2 copains influenceurs qui m'ont fait prendre 3000 followers dès le début. Donc trop forcément, t'arrives à 0, t'es à 3000 en 2 semaines. Ça te donne un petit boost. Ouais. Et puis j'ai été très bien conseillée par 2-3 copines qui travaillent dans les médias et qui m'ont dit poste sur TikTok à fond en même temps. Elles ont tellement raison. Et c'est ce que j'ai fait et du coup ma communauté a grandi au même niveau sur TikTok et Instagram. Enfin j'ai 100 000 de moins sur TikTok, mais parce que je suis un peu moins active sur cette application. Mais je postais tout le temps et puis j'ai 2-3 recettes qui se sont fait connaître, qui ont été des grands bangers comme on dit. Des bangers. Et voilà, et j'ai bossé quoi. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à avoir ma première collaboration avec une marque qui m'a fait confiance. Et ensuite j'ai été accompagnée par mon agent avec qui je travaille toujours, qui gère ma partie contrat, etc., les échanges avec les marques. Moi, ce que je trouve malsain et ce que j'expérimente à l'heure actuelle, ça me fait, je te jure, beaucoup de bien ce voyage en Suède, c'est d'être focus en permanence sur les stats. Ouais, ça finit par me bouffer et là j'ai décidé de prendre du recul sur tout ça et sur le podcast et sur mes réseaux parce qu'il y a cette adrénaline quand ça marche, mais c'est un cercle vicieux que je trouve très malsain. Toi, t'arrives à prendre du recul là-dessus? Ouais, franchement, alors évidemment que je regarde mes statistiques, parce que maintenant ça a pris une telle ampleur que et puis de toute façon, les marques nous demandent nos statistiques, donc on doit les envoyer. Néanmoins, je regarde pas chaque détail. En fait, je veux dire. Moi, je fais une cuisine qui me plaît, je la partage aux gens. L'idée, c'est que s'il y a une recette qui marche moins qu'une autre, alors je vais me remettre en question. Je vais me dire pourquoi ça a moins marché, etc. Je vais essayer de changer, mais pas forcément pour les vues. Je vais essayer de changer parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens. Ouais. Mais néanmoins, ça reste la cuisine que j'aime. S'il y a des gens qui aiment pas, tant pis, c'est que le contenu il te convient pas. Mais moi, je calcule pas trop ces trucs d'algorithme. Ok. Ça t'a pas bouffé, quoi. Non, ça me bouffe pas. Trop bien. Parce qu'en fait, j'estime que
il faut se détacher de, je suis pas un chiffre. Enfin, je veux dire, moi, que je partage mes recettes, que j'ai 7000 abonnés, 5000 ou 500 000, je serais la même. Forcément que je fais plus attention dans mes débuts, parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Je vais te faire des face cam, je vais parler en story à ma communauté. Il y a des choses que je dis plus maintenant. C'est pas que je dis plus, mais que je fais forcément attention. J'ai du monde, donc il y a des choses, tu peux pas parler de tout et de n'importe quoi comme ça. Tu vas pas parler des vaccins, j'ai l'impression que ça divise. Non, voilà, ça dit, mais il y a tout qui divise de toute façon. Et puis à partir du moment où tu commences à avoir vraiment une grosse communauté, les gens te demandent tout le temps de parler, que ce soit quand il y a des faits divers, etc. Ils te demandent de prendre la parole et je le comprends, c'est normal. On a aussi une responsabilité en tant qu'influenceur. Ouais, mais toi, tu fais de la cuisine et oui, mais ça n'empêche pas, parce que je pense que les gens, quand ils me demandent de parler sur un sujet ou un autre, c'est parce qu'ils se sont peut-être identifiés à ce que je suis et parce que je parais peut-être sympa à leurs yeux dans ma façon de parler et que je fais de la cuisine, mais je fais pas que de la cuisine finalement, parce que je fais beaucoup de lifestyle, je raconte beaucoup d'anecdotes sur ma maternité, sur l'entrepreneuriat, t'as élargi la chose, quoi. Ouais, j'essaye d'humaniser au maximum parce que je pense que c'est ça qui est important quand tu regardes un compte, t'as envie. Alors soit t'as besoin d'avoir une information, mais t'as besoin d'identifier la personne, tu vois, de t'attacher un peu, de créer du lien, de ouf. Donc c'est hyper intéressant parce que dans tout ton parcours, en fait, je me rends compte à quel point ça t'a servi, et tu le disais tout à l'heure, cette épreuve du harcèlement, en fait, c'est la clé de tout chez toi, la clé de l'instinct de survie qui s'est mis en place. Complètement. Et ce truc d'aujourd'hui quand tu dis, en fait, demain, je lève les vitres, il n'y a pas de sous-métier, il y a une sorte d'urgence chez toi. Ah bah, bien sûr. De survie. Ah, mais complet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais ça, c'est génial et je j'en suis ravie parce que c'était pas ma passion initiale. J'adore cuisiner, je viens d'une famille d'épicuriens, j'aime manger, mais je pensais pas en faire un jour mon métier. Ouais, tu as jamais... Encore moins dans l'influence. À la rigueur, ouais. Quand j'ai ouvert mon compte, je me suis dit, bon, je vais peut-être devenir chef à domicile. Ok, tu vois, je savais pas du tout comment le monétiser au départ. C'est au bout d'un an, quand j'ai été contactée par une marque, que je me suis dit, ah ok, il y a peut-être un truc à faire, c'est cool. De la moula, de la moula gare. Non, mais franchement, j'ai pas ce truc de, évidemment que j'ai envie de gagner bien ma vie et Moi, je veux ma maison, en fait. Tu sais, je suis taureau, donc c'est pas l'argent, l'important, c'est la pierre, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Je suis complètement d'accord avec toi. Le fait de pas avoir fait d'études me pousse à forcément me battre d'une façon où, moi, j'ai faim, quoi. Ouais. J'ai faim, mais je suis pas là pour l'argent. Je suis là vraiment pour partager. Et si demain je vois que mes partages les gens sont moins réceptifs, etc., je vais me renouveler, je vais faire autre chose. Je trouverai. En fait, j'ai cette niaque de toute façon en moi, donc que ce soit dans ce métier ou un autre. Après, forcément, maintenant la cuisine c'est quand même devenu ma passion et j'espère rester dans ce domaine-là. Bien sûr. Longtemps. Oh, je pense aussi. Et je pense que tu manieras les choses avec intelligence. Tu parles de chef à domicile, il y a vraiment un créneau là-dessus incroyable. Bien sûr. Je suis à mon compte, je travaille principalement aussi de la maison et ça me permet de m'occuper de mon fils. Et ça, c'est la vie que je voulais. Ah, c'est génial. Parce que finalement, on revient au point de départ où quand j'ai quitté mon job dans l'agence de mannequins, c'est parce que je voulais aussi construire ma famille à un temps calme. Et là, aujourd'hui, j'ai un métier qui me permet, alors même si c'est beaucoup de travail et beaucoup de concessions aussi, qui me permet de gérer mes horaires. Et moi, c'était tout ce que je voulais. Moi, ça me mettait des angoisses, en fait, de demander des jours pour faire telle ou telle chose ou une heure. Est-ce que je peux arriver à telle heure parce que j'ai tel rendez-vous? J'ai besoin de gérer mon planning et finalement, je bosse même plus. Ah bah, en étant à mon compte, ouf, bien sûr. Bah ouais. C'est tout ce truc de statistiques dont tu me parlais. Ouais, moi je suis tombée dans un truc pas sain et j'ai un tout petit compte Insta. Alors j'ai de grosses audiences sur mon podcast, mais un petit compte Insta. Et je bosse, en fait, je crois que ce qui n'a pas été sain, les années d'avant, j'avais énormément de projets à côté de la leçon pour me rémunérer. D'accord. Et donc, du coup, j'étais vachement en lien avec des humains. Et cette année, j'ai eu ce coup de chance pas possible d'avoir des projets qui m'ont permis d'avoir un petit matelas. Et je me suis fixé, ok, tu as tant de mois pour juste te concentrer sur la leçon et ta création de contenu. Moi, je fais de l'humour sur Insta, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est trop bien. Et en fait, j'ai mis trop d'importance là-dedans de 1. Je crois que j'avais trop de temps calme aussi, donc pas assez stimulée mentalement. Ouais. Et pourtant, j'adore les vidéos et je me suis rendu compte que c'est une vraie passion. Mais je crois que ça a pris trop d'importance. Je me suis foutu une trop grosse pression dessus.
Et donc du coup, ouais, j'en étais, tu sais, je postais une vidéo, c'est ça marche pas et tout, alors que j'adore faire ça, vraiment, j'ai de la joie à faire ça. Mais je comprends. Mais le contre-coup m'a rendu dingo, tu vois. Et là, je veux pas de ça, moi, c'est pas ma vie, c'est pas ma vision des choses, donc je prends du recul. Après, moi, je te dis pas que je regarde jamais mes stats. Hein. Non, évidemment, bien sûr. Ça fait partie de mon job. Mais il y a des publications qui marcheront plus que d'autres. C'est comme ça, c'est un fait. Ça. Et les gens déjà te suivent pas aussi. Par exemple, quand tu fais une collaboration, il y a toujours ce truc où ça dès baisse, que c'est expliqué que t'es rémunéré, les gens ne te soutiennent pas de la même manière que quand c'est un contenu gratuit. Donc il faut se détacher, il faut se dire que le plus tu vas être naturel et toi-même sur tes réseaux, sans t'es pas obligé de te dévoiler toute ta vie non plus. Pour le coup, je suis très nature aussi. Je pense sincèrement. Le plus les gens vont accrocher et rester et être fidèle à ton contenu et te soutenir. Et je pense que ça se ressent finalement quand il y a des comptes qui pensent trop stats, qui pensent trop vues, qui sont là juste pour le buzz ou pour la fame en fait. C'est terrible quand on oublie la passion quoi. Bah exactement parce que l'influence c'est un métier aujourd'hui, c'est tellement accessible. Tout le monde a envie de partager du contenu. C'est vrai. Mais bien sûr, c'est génial, tout le monde est bienvenu, il y a de la place vraiment pour tout le monde sur les réseaux, mais je pense que si tu arrives sur une plateforme avec l'idée de gagner ta vie, déjà t'as tout faux quoi. Déjà si t'es pas dans juste le partage pur et dur avant de penser à gagner de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Ouais, je suis trop d'accord. Mais mon mari, moi, me canalise, me calme beaucoup. J'ai la chance quand même d'avoir un homme qui me soutient énormément dans ce que je fais. C'est génial. Et puis on est parents, donc forcément le soir. En plus, je le fais par réflexe, c'est-à-dire que le soir, je vais regarder mes commentaires ou je vais commencer à vouloir faire un montage. Et là, mon mari me dit bon, écoute Lou, t'es pas obligé de le faire maintenant, tu vois, tu peux le faire demain, tu peux le faire pendant des horaires de bureau classiques. Je dis oui, mais moi je veux pas cette vie-là. Et en fait, il a raison. À un moment donné, on se regarde un film, je vais pas être sur mon téléphone. Ouais, je suis trop d'accord. J'arrive aussi, mais je sais que j'y arrive plus grâce à mon entourage qui me canalise et mon fils, évidemment. En revanche, quand je suis avec mon fils, alors je dis pas, je suis quand même, ça m'arrive d'être sur mon téléphone quand je suis avec mon fils. Et d'ailleurs, je me rends compte et je m'en veux. Je vais plus rapidement m'agacer. Quand je suis sur mon téléphone et qu'il va me demander un truc, mon petit chat d'amour, je culpabilise. Petit mon bébé à 2 ans, maman, et je fais, oui, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Et parce que je suis sur mon téléphone et c'est nul. Donc du coup, là maintenant, je fais beaucoup plus attention. Mais dans mes débuts, j'étais comme ça, mais parce que c'est les débuts, c'est l'adrénaline, je prends beaucoup d'abonnés, c'est trop bien, je suis contente, je veux que ça plaît. Puis j'ai mes livres aussi, donc ça me prend beaucoup d'énergie. Bien sûr. Donc, mais bon, c'est une question d'équilibre. Et à partir du moment, en tout cas, la règle, c'est si ça devient toxique, juste souffler un peu et revenir. De ouf. T'as trop raison. Et si vous nous écoutez, qu'importe votre job, parce qu'on peut être addict, qu'importe son job, effectivement, faire un pas de côté et juste s'observer un peu de haut et se dire est-ce que c'est sain ce que je suis en train de faire? C'est ça. Là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle The Power of. Attends, c'est quoi? Attends, bouge pas. Je vais le chercher. Ah oui, j'en ai entendu parler. Faut que je lise. Ok. The Power of Now. Attendez. Bon, c'est un peu plus shaper que je pensais. Je pensais que ça allait donner des explications sur comment, je sais pas, méditer et revenir à l'instant présent. En fait, ça parle beaucoup d'énergie, de ce que certains appellent Dieu, ce que j'appelle Dieu et pour d'autres l'univers, etc. Mais c'est vachement intéressant. Et le premier conseil qu'il donne dedans et que j'essaye d'appliquer en ce moment, c'est que nous ne sommes pas nos pensées, c'est-à-dire qu'on pense énormément et très souvent négativement dans sa journée, donc on s'auto-sabote beaucoup sans le savoir. Complètement. Et lorsque on se surprend à avoir une pensée comme ça, se dire non, c'est une pensée. Et la nous qui dit non, c'est une pensée n'est pas la même que celle qui a la pensée. C'est bien la preuve qu'on peut exister sans la pensée. Bien sûr, je suis claire. Ouais, je suis très claire. Hyper intéressant. Et tu vois, hier, j'étais en boucle sur un truc du passé et je me suis dit, stop, regarde, tu es en train de refaire ça. Meuf, mais la quiétude que ça m'a donnée. Mais j'imagine. Faut que je lise. The Power of Now. Ça va être tout de suite dans ma bibliothèque. Eckhart Tolle. Alors là, franchement, je sais pas comment le prononcer. E-C-K-H-A-R-T. Démerdez-vous avec ça. Pas de souci. De toute façon, je vais le prendre, je le lirai et je ferai un retour aussi à mes abonnés. Trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner à ton fils sur le pouvoir de l'échec et du rebond après l'échec?
Bah honnêtement, lui dire que tout est possible. Moi, je veux que mon fils, il ait vraiment le respect de l'autre. Peu importe sa couleur, sa religion. Moi, mon fils, il est issu on est un couple mixte, donc forcément, Bah, il aura une grande ouverture d'esprit, quoi. Je l'espère, j'essaye, on fait tout pour. J'espère qu'il sera aussi respecté, qu'il se sentira bien dans le pays qui est le nôtre. Bon, bref, on va pas faire de la politique. Mais en tout cas, je pense que, moi, mon mari aussi, dans son métier, s'est fait tout seul et a réussi. Il réussit dans ce qu'il fait C'est aujourd'hui génial. et il est épanoui, mais il a eu aussi pas mal d'échecs. Et je pense qu'il n'y a pas de victoire sans échec. Et j'espère qu'il arrivera toujours à avoir confiance en lui. Et même s'il a des doutes, essayer de rebondir en se disant que c'est pas grave. Nous, on essaye de lui donner toutes les possibilités pour qu'il se sente épanoui dans ce il aura envie de faire. Maintenant, il a 2 ans, hein, donc Bien sûr, bien c'est sûr. un bébé. Mais en tout cas, moi, je serai toujours là pour le soutenir et je vais jamais lui dicter ce qu'il doit ou pas faire. Je serai là pour l'accompagner. Ouais, quand je revois dans ton parcours, je me dis que en fait, tes parents t'ont donné beaucoup d'amour en te donnant la possibilité de t'émanciper, mais en gardant un cadre. Ben c'est ça, c'est-à-dire que même, c'est sur le papier, c'est un peu lunaire quand tu vois que tes parents acceptent que ton enfant arrête l'école. On rêve pas forcément de ça. Moi, dans l'idée. Mon fils, j'aimerais bien qu'il ait son bac. Maintenant, s'il l'a pas, il l'a pas. Je veux dire, je vais pas le pousser à ne pas l'avoir, mais en revanche, voilà, aujourd'hui, je pense que tu peux t'en sortir sans études, que si t'as du bagou, si t'essayes de te faire ta culture toi-même, si tu sors, si tu t'intéresses, en fait, foncièrement aux choses et aux gens, à l'humain, tu peux réussir dans la vie. Il y a aucun problème. Donc moi, mes parents, je sais qu'ils m'ont accompagnée en ce sens, et quand j'ai voulu arrêter, parce que j'étais finalement malade, en fait, d'aller à l'école, ça me rendait, j'avais des plaques, c'était une horreur. Ok, mais tu vas faire ça pour toi. Et en fait, ils m'ont aidé. Et même ma mère, quand j'y repense, elle m'a responsabilisé vachement quand elle m'a fait participer aussi au loyer. Alors même si c'est, comme je le dis, c'était infime, hein, mais c'est quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, symbolique. En tant que, là, j'ai 29 ans, je me sens, je sais pas si je peux me permettre de dire que je suis mature, mais je me sens apaisée, quoi. Je me sens alignée, en tout cas. Pourtant, vraiment, ça a été dur. J'ai eu une adolescence très difficile. J'ai fait la misère à mes parents sur plein de points et tout. Mais là, je me dis que tout ça a fait son petit bout de chemin pour qu'aujourd'hui, j'arrive à être enfin apaisée. Donc, il aura fallu, je vais dire 27 ans, parce que ça arrivait quand mon fils ouais, alors moi, j'en ai 32. Non, mais ça arrivera quand ça arrivera. C'est juste qu'à un moment donné, tout se croise, tout s'aligne et ça fait sens. Ça s'apaise. Exactement. Surtout. Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Merci de m'avoir reçue. C'était mon premier podcast, donc je suis ravie. Franchement, c'est une expérience de dingue, j'adore. Est-ce que tu pourras me mettre 5 étoiles sur Google? Mais complet. Moi, je te mets 10 étoiles, 20 étoiles, tout ce que tu veux. Tout ce qui peut te faire briller, je le ferai. Trop mignon. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Ton livre sort le 10 avril prochain. Trop hâte. Ça y est, un deuxième accouchement, un troisième accouchement. En fait. Un troisième accouchement. C'est un livre plus posé. Parce que forcément, le premier, c'était vraiment mon premier bébé avec mes classiques de la cuisine méditerranéenne. Et là, c'est une cuisine qui est un peu plus accessible, je trouve, divisée par thème. Donc, quand je reçois mes copains, ma famille, ce que je fais pour un brunch ou mes déjeuners préférés, tu sais. Donc, ça peut permettre aux gens de cuisiner avec des produits frais, maison, mais quand même pas dans un laps de temps de 4 heures. Ouais. Alors après, j'ai quand même un couscous et un pot-au-feu dedans, donc ça prend du temps. Mais ça reste des recettes accessibles et voilà, je suis ravie de cette sortie au printemps. J'adore sortir un livre au printemps. Je trouve ça frais, c'est sympa. C'est le renouveau. Et je trouve ça cool à offrir quand t'es invité à dîner. T'arrives avec un livre de cuisine, c'est... Voilà, je vous donne des idées peut-être, mais... Et non, c'est une bête idée. J'apporte toujours une bouteille et en vrai, je trouve ça vachement sympa. Sauf si l'hôtesse ou l'hôte le prend mal en disant je cuisine mal. Non, pas du tout, parce que ça peut être pour ça aussi que mes livres, au niveau de la couverture, j'essaye de faire des livres qui peuvent être aussi des livres de pas de déco, que mais tu poses sur une table basse. Ils sont posés. Bon, forcément, il y a ma tête dessus, donc bon, je veux comprendre qu'au bout de 2-3 mois posée, je peux plus me l'avoir celle-là. Mais ouais, l'idée c'est de l'offrir aussi pour des moments de vie, tout simplement. Ok, on retient. Ça, c'est une bonne idée cadeau. Pour le coup, on sait jamais quoi offrir. Moi, j'offre des livres de cuisine quand j'ai des dîners. Putain, pas forcément les miens, mais je prends même ceux que je connais pas. J'arrive avec un livre de cuisine ou un livre de mode, enfin un livre quoi. Je trouve ça sympa. Trop cool. T'es cool, tu le gardes chez toi, c'est un beau souvenir.
Merci beaucoup, Lou. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.